Fragment d'histoire Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale. Colette Zanettacci, bonjour. Bonjour. Vous êtes née dans la région d'Oran en 1933, mais vous avez surtout vécu à Alger, dans un quartier proche de la Casbah, rue Montpensier. Alger, ville où vous avez été étudiante à la faculté de médecine et où vous avez soutenu votre thèse en 1959. Vous avez aussi milité au sein du Parti communiste algérien puis du Parti communiste français. Vous vivez à Montpellier depuis plus de 40 ans. Vous avez d'ailleurs été longtemps adjointe à la petite enfance de Georges Frêche. Ma première question sera: quelle est l'histoire de votre famille sur cette terre algérienne ? C'est une longue histoire puisque mes arrière-grands-parents sont arrivés en Algérie, à Médéa notamment, en 1836. C'était sans doute, je pense, des paysans pauvres de l'Ariège. Et la conquête algérienne faisait qu'on distribuait des terres qui étaient communales à sans doute des paysans pauvres de France, oui, qui avaient préféré s'expatrier pour vivre mieux. Il y avait d'autres personnes qui peuplaient cette Algérie nouvellement française, des anciens communards, des anciens Alsaciens, des gens qui fuyaient pour des raisons de vivre mieux finalement la France, et qui avait cette opportunité, si l'on peut dire, de peupler l'Algérie. Voilà donc l'histoire du côté de ma famille paternelle. Du côté de ma famille maternelle, c'est mes grands-parents, donc c'est pas l'arrière-grands-parents, c'est mes grands-parents qui sont arrivés sans doute dans les années 1910. Et là aussi, c'était une famille de militaires à la retraite et qui avait l'opportunité aussi d'avoir une situation administrative, je crois, dans les postes, plus rémunératrice qu'en France. Voilà les origines de l'implantation de mes deux familles, maternelle et paternelle. Et donc, les familles se sont croissées, multipliées, comme dit la Bible. Et à ma naissance, en 1933, il y avait de nombreux enfants et petits-enfants qui peuplaient la terre d'Algérie. Et moi-même, je suis restée en Algérie jusqu'en 1960. Donc, ma vie d'enfant, d'adolescence et en partie d'adulte s'est passée en Algérie. Et notamment à Alger, comme vous le soulignez vous-même. Justement, pourriez-vous nous décrire l'ambiance d'Alger dans les années 50 ? Dans les années 50, j'étais déjà étudiante en médecine. Alger était une ville très très agréable, ça c'est sûr. Mais elle était agréable surtout pour qu'on appelait les Français, puisque c'était eux qui peuplaient les beaux quartiers, qui avaient les emplois les mieux rémunérés, qui étaient souvent des fonctionnaires, des grands colons qui vivaient à Alger et pas sur leur terre. Voilà, les employés du gouvernement. Il y avait le gouvernement, comme on avait dit, comme on disait d'ailleurs, le gouvernement d'Alger. Et puis toutes les administrations générales étaient à Alger. Et la faculté d'Alger était la seule en médecine pour tout le littoral. Il y avait des étudiants marocains, pas beaucoup tunisiens,
mais surtout marocains qui venaient aussi faire... enfin, marocains. Quand je dis marocains, c'était en réalité des Européens qui venaient faire leurs études à Alger, parce qu'il y avait très peu, finalement, d'Algériens, comment les appeler, de souche, je dirais, qui faisaient leurs études. Et dans mon promotion, où nous étions une centaine, il y avait 10 étudiants algériens seulement, hommes, je précise. De toute façon, les femmes étaient peu représentées, puisque nous n'étions que 10 aussi. Voilà la situation. En 50, les prémices de ce qu'on appellerait plus tard les événements d'Algérie, et puis plus réellement après la guerre d'Algérie, se faisaient à peine sentir. Et l'activité que j'ai pu avoir au Parti communiste algérien à ce moment-là, c'était surtout une activité contre la guerre. Il y avait beaucoup de manifestations pour la paix. C'était la guerre froide déjà, hein. Voilà. Donc, nous, étudiants, nous manifestions pas mal pour la paix, à ce moment-là. Il y avait un parti communiste algérien qui avait une implantation algérienne assez importante, tout de même. Je me rappelle avoir assisté à des réunions, des meetings, où on s'adressait aux gens en arabe, où les affiches étaient quand même en arabe. Moi, je ne comprenais rien parce qu'on ne m'avait pas appris l'arabe. Et quand je faisais une affiche, ben, je calligraphiais vraiment en liberté en arabe, vraiment en copiant et pas en ayant la maîtrise de cette calligraphie. Voilà. Donc, le Parti communiste algérien existait. Et à l'époque, celui qui devait devenir mon beau-père, Nicolas Zanetaxi, en était un des dirigeants. C'était pas un militantisme d'indépendance déjà, alors que du côté algérien, il y avait déjà des associations, enfin des partis qui prenaient l'indépendance. Mais le Parti communiste avait des relations plus ou moins proches avec toutes ces partis indépendantistes. Il avait son organisme de presse lui-même, qui s'appelait Liberté d'ailleurs, et il y avait un journal quotidien qui n'était pas communiste officiellement, mais qui en réalité effectivement était constitué de journalistes communistes, qui s'appelait Alger Républicain. Et là aussi, mon beau-père a été journaliste dans ce journal, mon futur mari aussi, et son frère aussi. Donc il y avait 3 Zanetaxi à l'intérieur de ce journal Alger Républicain, qui plus tard a été évidemment interdit pendant les événements. Vous me disiez qu'il y avait des prémices, mais finalement, le déclenchement du conflit le 1er novembre 1954 a quand même surpris la plupart des Européens. Oui, parce que les prémices étaient la chasse aux gens qui prenaient une Algérie qui soit non coloniale. On n'utilisait pas encore le mot d'indépendance, mais on chassait et on poursuivait même, je dirais, judiciairement les militants. Et le secrétaire Bachir Adjali du Parti communiste algérien était déjà dans la clandestinité en 1954. Il avait été poursuivi pour ses opinions, hein, simplement, parce qu'il était le dirigeant du Parti communiste. Et en 1954, je me rappelle très bien, il était réfugié chez des amis dans un appartement proche. C'est nous qui l'alimentions d'ailleurs. Et il a appris par la radio les événements du 1er novembre 1954. Voilà. Alors qu'il était déjà dans la clandestinité. Comment se
ces événements, ce conflit impacte votre quotidien à ce moment-là? D'abord, la clandestinité commence. Elle avait déjà commencé, puisque je vous dis que le secrétaire du Parti communiste algérien était caché à côté de chez nous, ensuite chez mes parents, ensuite chez des amis, ensuite chez des chrétiens qui étaient pour l'indépendance. Donc, la clandestinité avait déjà commencé, mais elle s'est accentuée évidemment très profondément, puisqu'on risquait la prison. On ne savait pas encore la mort, mais encore, on risquait au moins la prison. Hein. Il s'est avéré malheureusement qu'après, on risquait vraiment la mort aussi. Le quotidien, c'est rétréci, je redirais, de par l'impossibilité d'avoir une action militante à ciel ouvert. Il s'est solidifié autour d'amitiés très proches pour éviter des délations. Il s'est aussi, comment dirais-je, concrétisé, si l'on peut dire, par un mutisme. On ne pouvait pas dire ouvertement qu'on était communiste, on ne pouvait pas dire ouvertement qu'on était pour l'indépendance, on ne pouvait pas approuver les gestes qui avaient inauguré la lutte pour l'indépendance. D'ailleurs, le gouvernement français et le gouvernement d'Alger minimisaient absolument la portée de ces événements. D'ailleurs, ils ont dit événements. C'était des événements qu'il fallait mater. C'était un désordre interne qu'il fallait mater. Et en France, quand l'Assemblée a voté les pleins pouvoirs pour mater ces événements, le Parti communiste français a voté les pleins pouvoirs. Et le Parti communiste algérien et ses militants ont été atterrés. Parce qu'ils savaient déjà que c'était très dramatique de donner plein pouvoir à un gouvernement qui ne pensait qu'à la répression et qui n'était pas du tout dans l'idée de négociation avec ces rebelles, ces félagas, qui étaient des tueurs, des assassins, des coupeurs de main, etc. Voilà le commencement de la guerre d'Algérie pour nous. Quels étaient justement vos sentiments envers le FLN, ses méthodes, et je dirais aussi sur sa volonté de représenter seul le combat pour l'indépendance? On refusait les messalistes, le Parti communiste algérien, ils ont refusé leur aide, entre guillemets. Ça n'a pas été aussi net que ça au début. Parce que, par exemple, je me rappelle qu'en tant qu'étudiant en médecine, on nous demandait de collecter des médicaments pour le front. Il y a des médecins, d'ailleurs, il y en a un qui a été reconnu comme un Algérien ayant participé à l'indépendance, des médecins qui faisaient des ordonnances pour avoir des antibiotiques, notamment. Rappelle-nous d'un des amis qui ne privait plus d'antibiotiques que nécessaire parce que, effectivement, on en donnait une part pour le front. Il y a eu des communistes qui sont partis pour le front. Il y a eu un maquis communiste qui a été atrocement réprimé avec Maillot, notamment. Donc, on ne peut pas dire qu'il refusait. Mais c'était une espèce d'association un peu méfiante, un peu distante. Quand mon mari a été arrêté et interné à la prison de Barberousse, il y avait des FLN aussi qui étaient avec eux. Et c'était pas l'amitié franche, et voilà. Il y avait toujours le fait que les communistes, pas forcément parce qu'ils étaient communistes, parce que les FLN a quand même demandé de l'aide à des pays, on disait communistes, mais qui étaient en réalité pas communistes, mais enfin, des pays socialistes, quoi. Et il y avait des étudiantes qui étaient parties dans des pays socialistes
faire leurs études et qui étaient revenus pour être utiles au FLN, par exemple. Mais c'était le fait que nous, en tant qu'Européens, communistes, nous représentions tout de même une partie des dominants du pouvoir. Je pense que c'est ça qui, au fond, a été le malaise entre les deux parties. Vous disiez tout à l'heure que vous viviez proche de la Casbah, à Alger. Est-ce que vous pouviez évoquer pour nous votre souvenir de la bataille d'Alger en 1957 ? Ah oui, ça a été assez atroce. Parce que nous vivions dans une école, et cette école a été réquisitionnée par les paras de Bijar. Et ça a été un train de torture. On voyait arriver les gens couverts de sacs de pommes de terre. On entendait les cris des gens torturés. Et il y a une jeune fille qui s'est jetée. On habitait au 4e étage. Et comme dans toutes les écoles du 19e siècle, les plafonds étaient très hauts. Au 4e étage, ça faisait bien 6 étages. Une jeune fille donc torturée s'est jetée par la fenêtre et s'est écrasée dans la cour de notre école. Donc ça a été une période où nous vivions à côté des bourreaux. Ce qui vous a peut-être poussé à continuer votre action militante ? Alors, je ne peux pas dire que ce soit moi-même, mais toute ma famille, parce que moi, j'étais étudiante en médecine, j'attendais ma première fille, donc on m'a mise un peu à l'abri, si l'on peut dire. Je n'ai pas participé activement à la lutte pour l'indépendance, mais toute ma famille y participait. Mon mari, ma sœur, ma cousine, mes parents. Donc, ils ont d'ailleurs tous été inquiétés quand il y a eu la rafle des communistes en 1959. Oui, votre mari a été arrêté lors de cette rafle et emprisonné. En 1959, effectivement, il y a eu vraiment une rafle de tous les communistes algériens, enfin algérois. Je ne sais pas si dans d'autres villes ça a été la même chose. Je ne sais pas, je n'ai pas lu ça. Mais enfin, en tout cas, à Alger, ça a été une grande rafle. Mon voisin qui était communiste a été arrêté, mon mari a été arrêté. Enfin, tous les amis communistes que nous avions ont été arrêtés. Ma cousine a été arrêtée. Et ils étaient arrêtés comme ça. Les policiers arrivaient et ils étaient arrêtés au nom de l'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Voilà, c'était le motif. Et donc, ils ont été emprisonnés à la prison Barberousse. Là, mon mari a retrouvé ses camarades de lutte algériens et européens, et FLN aussi. Et là, à Barberousse, c'était là qu'a été montée la guillotine. Et c'était là que les militants étaient exécutés. Et c'était là qu'a été exécuté Fernand Yveton, le seul Européen qui a été exécuté, dont François Mitterrand a refusé la grâce, alors qu'il avait fait un attentat dans une centrale électrique, mais qui n'avait même pas causé de dégâts ni Et la bombe de blessés. La bombe n'a pas explosé. Voilà, en fait. c'est ça. D'accord. Et il a été décapité. Et son père est parti avec la tête de son fils dans les bras pour l'enterrer dans son jardin. C'était atroce. Ça a été une période très, très dure. Et nous savions qu'il y avait des exécutions, parce que dans la Casbah toute proche, les femmes lançaient leur you-you pour saluer la mort des militants. Finalement, votre mari est libéré, mais vous êtes un petit peu interdit de séjour dans la région d'Alger et vous déménagez dans la région de Bonn. Oui. Mon mari a été non pas libéré,
parce que, malgré un jugement et un non-lieu, à la sortie de Barberousse, tous les militants qui avaient été arrêtés ont été internés dans un camp de concentration. Sans aucune décision de justice, finalement. Et il y avait effectivement une décision d'interdiction de séjour dans l'Algérois, une fois qu'il a été libéré, sur des démarches très actives qu'avait faites ma mère, auprès notamment de son ancien colonel pendant son service militaire. Il avait fait son service militaire pendant la guerre. Hein. Et cet ancien colonel avait témoigné de son bon comportement, entre parenthèses. Donc, j'étais à ce moment-là partie, étant médecin alors, dans un établissement pour enfants au-dessus de Beaune, à Naba maintenant. Et il a pu avoir un poste d'enseignant à Beaune même. Nous avons vécu là 1 an, la guerre étant toujours vive, puisque là où j'étais à Bugeaud, c'était à 10 km au-dessus de Beaune, on ne pouvait accéder qu'en convoi militaire, 1 fois par semaine. Et il y avait des attaques assez régulières entre les FLN et les gendarmes, puisqu'une nuit même, il y a eu des obus qui ont survolé le préventorium où j'habitais, parce que la gendarmerie était juste contiguë au préventorium. Voilà l'atmosphère dans laquelle j'ai vécu la dernière année de ma présence en Algérie. Dernière année pendant laquelle vous soignez des enfants, c'est ça? Et au bout d'un an, donc, vous prenez la décision de partir pendant l'été 60. Vous pouvez nous raconter les circonstances et les raisons de ce départ? Oui. Je pense que on aurait peut-être pu rester s'il n'y avait pas eu un événement particulier, c'est-à-dire l'émergence de ce qui gagnera plus tard l'OAS. À l'OAS, officiellement, on parle de janvier 61, mais déjà, les années précédentes, il y avait une fraction plus ou moins armée qui raquettait les Européens, d'ailleurs, hein, pour s'armer et faire des actions. Et déjà, il y a eu des morts. Moi, je me rappelle à Alger avoir vu, c'était déjà bien avant, un pauvre homme par terre dans la rue alors que je rentrais chez moi. Il avait été abattu par ce genre d'individu qui déjà sévissait. Et il s'est avéré que ce n'était pas un Algérien, c'était un Maltais, mais que c'était un Méditerranéen, hein, bien foncé, bien frisé, bien foncé. Et il avait été abattu sur sa mine, simplement. Voilà. Donc, déjà, il y avait cette contre-offensive. Et mon mari a été menacé de mort par des gens de l'extrême droite. Je ne sais pas comment les appeler. Hein. Enfin, les prémices de l'OAS. On disait les ultras, je crois, un peu. Les ultras, oui. Et la femme médecin qui était à la tête de l'établissement où j'étais médecin moi-même était mariée au procureur de la ville de Beaune. Et ce procureur a averti mon mari qu'il était menacé de mort. Je lui serai toujours redevable de cette action particulière, parce que c'était pas un progrès. Enfin, c'est un homme humain, faut dire. Hein. Il est devenu procureur à Montpellier et il n'a pas admis que l'on menace quand même de mort comme ça. Peut-être parce qu'on est très proche de lui. Je ne sais pas. En tout cas, il a fait ce geste et nous sommes partis en juin 60, sans dire que nous partions définitivement. J'étais enceinte de 6 mois déjà de mon 3e enfant. Et nous avions dit que nous allions passer nos vacances en France. Nous avions de la famille quand même, enfin moi en tout cas. Et nous sommes arrivés à Marseille via Paris, pardon. La capitale, pour moi, c'est encore Alger. C'était encore Alger. Donc via Paris, où ma mère avait
ou un appartement. Voilà. Comment nous avons été rapatriés par nous-mêmes, si l'on peut dire. Et est-ce que le reste de votre famille a par contre vécu l'exode ou pas en 62? Alors en 62, comment dirais-je, les gens qui étaient pour l'indépendance, ils ont été contents de la libération de l'Algérie. Et donc ils sont revenus. Ma mère, par exemple, est retournée être enseignante à Alger. Ma voisine, dont le mari avait été arrêté, est revenue aussi. Il y a beaucoup d'Algériens, je ne sais pas comment dire, parce que on était tous Algériens, mais on était Français, nous, et les autres pas, si l'on peut dire. Bon, donc il y a beaucoup de Français qui étaient pour l'indépendance et qui sont revenus très contents travailler à faire revivre le pays, parce que ça a été quand même une hémorragie terrible. La plupart des emplois de fonctionnaires étaient tenus par des Européens. Et il y avait eu très peu d'Algériens qui avaient pu accéder à des études supérieures. Je vous ai dit qu'il n'y a que 10 Algériens qui étaient étudiants en médecine quand j'étais moi-même étudiante. Donc, ça a été une hémorragie terrible. Et les gens qui sont venus, ils ont eu beaucoup de travail. Hein. Moi, je me rappelle, ma voisine me racontait, elle était directrice d'école en 62, et elle faisait 2 journées dans l'une. C'est-à-dire qu'il y avait une fournée d'enfants qui travaillaient 6 heures, et puis une autre qui travaillait 6 heures, vous voyez, pour pouvoir scolariser le plus d'enfants possible, puisque finalement, les enfants algériens étaient relativement peu scolarisés, et notamment les filles, par rapport à la population européenne. Donc, cet exode, pour eux, ça n'a pas été ça, finalement. L'exode a touché ma famille un peu plus lointaine, qui habitait dans le Lorrainais. Eux ont subi durement aussi l'exode, parce que c'était des gens qui n'avaient pas des situations extraordinaires et qui se sont retrouvés sans rien sur la ville de Marseille, où heureusement ils avaient déjà un peu de famille et ils ont été accueillis par la famille. Voilà. Dernière question, comment vous avez transmis cette histoire dans votre famille? Difficile à dire, parce que finalement, j'ai jamais eu l'occasion de raconter vraiment tout ça à mes enfants. D'abord, en 60, quand nous sommes arrivés en France, mes enfants étaient très petits. Ils avaient 4, 5 ans et 6 mois. Oh, non, il est né en France, mon fils, donc il avait 0 mois. Mais c'était l'époque où l'OS venait assassiner des communistes en France même. Nous avions un ami, Locussol, qui a été tué d'une balle dans la nuque à Évreux. Donc c'était une période où on était obligé encore de se cacher, de se taire. Mon mari avait repris quand même son activité au Parti communiste français cette fois-ci, mais il n'était pas encore guéri de sa guerre d'Algérie qui n'était pas finie. On ne savait pas comment ça allait finir en 60. D'ailleurs, les dernières années ont été tragiques. Mon père qui était resté en Algérie, on a fait une dépression parce que l'OAS assassinait vraiment d'une façon horrible. Un jour, on tue toutes les femmes de ménage qui sont dans la rue. Un jour, on tue tous les postiers qui sont dans la rue. Vous voyez, c'était vraiment des actes horribles. On habitait, lui, mon frère habitait donc à Bullières, et en face, il y avait un petit marchand de légumes qu'on appelait Mickey, parce qu'il avait un petit Mickey affiché dans son magasin. Il a été abattu par un jeune du quartier qui avait 20 ans. Puis c'était donc l'OS l'avait engagé, il avait une arme, il avait tué son Mickey, voilà. Le petit garagiste en face, la même chose. Donc, certains membres de ma famille ont vécu difficilement cette période. Et mon père est parti demander sa mutation
alors que ses amis algériens lui disaient « Mais restez, on a besoin de vous dans le pays ». Mais il avait été vraiment traumatisé par ces histoires. Et il est parti sans rien dire, en cachant même son départ. Très bien. Merci beaucoup, Madame Zanetacci, pour votre témoignage. Merci à vous de m'avoir sollicité, parce que sinon, je crois que je n'aurais jamais raconté tout ça. C'était Fragment d'Histoire, Algérie-Montpellier, une production de Montpellier Méditerranée Métropole, réalisée par Radio Aviva. Rapatriés, harkis, appelés. Ils ont vécu en Algérie, y ont laissé leurs racines ou leur jeunesse, puis se sont installés à Montpellier. Découvrons comment les événements ont bouleversé leur vie personnelle et familiale.